Durant l'automne 2007, une équipe du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, ou DRASM, fait une découverte importante alors qu'elle fouille un dépotoir urbain sous les eaux du Rhône. Au milieu de très nombreux débris de décors sculptés en marbre, de fragments d'amphores et de verre, se trouvait ceci. Un simple buste en marbre en apparence, mais aux yeux des archéologues, c'est bien plus que cela. En effet, ce portrait va rapidement être au cœur d'une polémique archéologique qui va faire couler beaucoup d'encre. Mais comment une simple statue de marbre peut-elle créer autant d'enthousiasme au sein de la communauté scientifique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi un simple portrait antique en marbre fait-il autant sensation auprès des archéologues alors que nous en connaissons des centaines? Eh bien, c'est parce que très rapidement, après sa découverte, ce buste va être attribué au dictateur Jules César. Mais là, vous devez vous dire, ouais, mais c'est quoi cette histoire? Des bustes de César, on doit en avoir un paquet dans nos musées, non? Eh bien, en effet, on connaît environ une vingtaine de représentations antiques attribuées aux conquérants des Gaules. Ces différents portraits se regroupent principalement en trois familles, en quelque sorte, dont voici les représentants principaux. Le premier d'entre eux, c'est le portrait de Tusculum. Il est considéré comme le plus ancien. Il aurait été réalisé juste avant ou juste après la mort de César, c'est-à-dire aux alentours de 44 avant Jésus-Christ. Ce serait pour ça qu'on y voit un homme maigre, faible, la fatigue d'un homme sous le poids du pouvoir. Alors bon, c'est une interprétation, faut pas l'oublier, hein. Le second, c'est le portrait dit Chiaramonti. Comme vous pouvez le voir, il est très différent du premier. La calvitie de César a disparu, les sourcils sont froncés, le regard est plein de détermination. On voit qu'il rigole pas trop le bonhomme, hein. Mais pourquoi tant de différence entre deux portraits? Eh bien parce qu'il s'agit là d'un portrait posthume, donc réalisé après sa mort. Il s'agit en réalité d'un portrait idéalisé de César divinisé. Car oui, vous le savez peut-être, mais la personne de César a été divinisée après sa mort par Auguste. Le troisième et dernier type de portrait, c'est celui de Camposanto. Comme le portrait de Caramonti, il s'agit d'une représentation posthume, réalisée entre les années 30 et 20 avant Jésus-Christ. Il est lui aussi un portrait divinisé, et il est d'ailleurs probable qu'il s'agisse là d'une volonté de propagande de la part d'Auguste, renforçant ainsi son lien avec le dictateur, qui était au passage son père adoptif et son grand-oncle. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais vous allez me dire, quel est le rapport? Eh bien, si le portrait découvert au fond du Rhône s'avère être réellement un portrait de César, alors cela ferait de lui non seulement le plus ancien, le premier d'un tout nouveau type, mais aussi le seul connu en dehors de l'Italie. Donc autant vous dire que ça serait une découverte incroyable. Mais avant de s'attarder plus longtemps sur cet étrange portrait, on va revenir aux prémices du portrait sculpté durant l'Antiquité pour en comprendre les clés et essayer de percer ce mystère. L'histoire du portrait sculpté a été grandement marquée par un phénomène très particulier qui apparaît vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, soit environ 250 ans avant la mort de César. Ce phénomène, c'est ce que l'on appelle l'imitatio Alexandri. Bon, je pense que tout le monde connaît Alexandre le Grand, au moins de loin, donc je vais vous épargner les détails de sa vie et on va passer directement à sa mort. À la mort du jeune roi, son empire est divisé en plusieurs parties, chacune d'entre elles revenant à l'un de ses plus proches généraux, les Diadoques. Ptolémée Ier Soter prend l'Égypte, Séleucos Ier Nicator prend la Babylonie, Antigone Monophthalmos la Lycie et la Phrygie, Lysimaque récupère la Thrace, et la Macédoine passera quant à elle dans les mains d'Antipater, rapidement remplacé par son fils Cassandre. Alors bon, oui, je sais, je parle de cet événement dans une vidéo sur trois à peu près, mais c'est uniquement parce que c'est l'un des événements fondateurs de la culture gréco-romaine et de sa diffusion dans le bassin méditerranéen, mais aussi au-delà. Bon, après ce partage de l'Empire, ça devient rapidement un joyeux bordel, et de toute façon, ce n'est pas vraiment le propos de cette vidéo. Bref, reprenons là où nous en étions. Les Diadoques se partagent l'immense empire dont les morceaux deviennent autant de différents royaumes que l'on appelle royaumes hellénistiques. Alexandre est mort, mais son image va subsister comme l'écho du puissant souverain qu'il était. Partant de cette idée, les différents monarques vont reprendre l'image d'Alexandre et la réutiliser à leur fin.
Avant toute chose, il faut savoir que durant l'Antiquité, le portrait, qu'il soit sculpté ou non, est l'un des principaux vecteurs de symboles politiques. Ces souverains vont alors arborer les attributs particuliers d'Alexandre pour s'approprier ses qualités, sa détermination, mais aussi son pouvoir et son héritage politique. Mais du coup, quels sont les attributs typiques des portraits d'Alexandre? Premièrement, sa chevelure épaisse et désordonnée, dite léonine, rappel évident à la crinière d'un lion, symbole de force et de courage. Cette chevelure est agrémentée de petites boucles très particulières que l'on appelle anastolées, typiques des représentations du Macédonien. Autre détail subtil mais très caractéristique des portraits d'Alexandre, c'est son regard très légèrement orienté vers le haut, plein de détermination. Ces éléments stylistiques et artistiques sont confirmés par les écrits de Plutarque, plus précisément dans La vie parallèle des hommes illustres. En effet, dans le chapitre consacré à Alexandre, Plutarque nous dit ceci. La forme de son corps n'est nulle part mieux représentée que dans les statues de Lysippe, le seul statuaire auquel Alexandre eut permis de le jeter en fonte. Plusieurs de ses successeurs et de ses amis affectèrent bien dans la suite d'imiter les manières de ce héros, mais Lysippe fut le seul qui rendit parfaitement l'attitude de son cou, qu'il penchait un peu sur l'épaule gauche, et la douceur qui paraissait dans ses yeux. Du coup, au fil des années, on va voir fleurir ces caractères très particuliers dans les portraits de divers autres personnages, mais aussi et surtout chez les Diadoques et leurs descendants, qui se disputent l'héritage symbolique d'Alexandre. Au caractère physique d'Alexandre s'ajoute également un développement d'une image de dieu ou de héros. Démétrios Poliorcète, le fils d'Antigone le Borgne, est un exemple parfait de cette image particulière. Plutarque donne de lui l'image d'un jeune homme à la beauté et au charisme époustouflant, donnant l'image d'un héros que l'on pourrait croire issu de la mythologie. Au passage, vous noterez que Poliorcète signifie littéralement preneur de cité, surnom très symbolique, très bien choisi pour un roi conquérant, et qui permet également de faire le lien avec Alexandre. Notez également qu'on trouve la même racine dans le mot poliorcétique, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'art du siège. Fin de la parenthèse. D'ailleurs, ce type de rapprochement entre les rois ou princes avec les dieux est plutôt classique, puisque de nombreuses lignées grecques et romaines se revendiquaient clairement comme descendantes de certains dieux. C'est le cas d'Alexandre lui-même. On lui attribue Héraclès comme ancêtre. César, quant à lui, prétendait descendre de la déesse Vénus. Exemple encore plus évident avec Maximien Hercule. Alors là, au moins, il n'y a pas des masses de doute. Et puis bon, on remarque que le gars joue bien avec la similitude de son physique avec celui du héros, grosse barbe, air viril, charismatique, etc. Mais on ne retrouve pas le phénomène de l'imitatio Alexandrie uniquement chez les rois hellénistiques. Exemple parfait avec les représentations du général Sextus Pompée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Même si son visage est quand même assez différent de celui d'Alexandre, on retrouve des détails sans équivoque, notamment ses cheveux. On remarque en effet une grande similitude avec la chevelure léonine et même les anastolés. Bon, de toute façon, ce choix stylistique n'est pas dû au hasard et est parfaitement assumé. On le comprend rapidement avec le surnom que se donne lui-même Pompée, Pompeius Magnus, c'est-à-dire Pompée le Grand. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les historiens de l'art et archéologues, se débrouillent pour savoir quel personnage représente les centaines et centaines de portraits sculptés antiques que l'on connaît? Eh bien, c'est à la fois facile et pas évident du tout. Ouais, je sais, c'est pas très clair dit comme ça, mais je vais vous expliquer. Comme vous pouvez vous en douter, on ne tombe pas souvent sur la tombe d'un roi hellénistique, et l'emplacement de celle d'Alexandre le Grand reste d'ailleurs totalement inconnu. Et puis même si on avait sous la main un squelette ou une momie, il y aurait très peu de caractères rattachables à ceux d'un portrait. Mais heureusement pour les chercheurs, quelques sculpteurs ont eu la très bonne idée de laisser des inscriptions sur leur travail. Les représentations monétaires sont aussi d'une grande aide pour les scientifiques puisque les portraits représentés sont pour la plupart accompagnés par le nom du personnage. Ce nom, mais également ses caractéristiques physiques sur la monnaie, peuvent parfois permettre d'identifier le modèle d'un ou de plusieurs portraits. Notons d'ailleurs que César est le premier homme politique romain à avoir sa petite frimousse sur une monnaie, et ce pendant la République. Et mine de rien, c'est pas rien. Du côté romain, l'histoire du portrait sculpté n'est pas moins complexe, bien au contraire. L'un des principaux phénomènes qui va conditionner la production de portraits romains, c'est le culte des ancêtres. Pour bien comprendre ce qu'est le culte des ancêtres,
Il faut tout d'abord savoir que la notion de famille est extrêmement importante pour les grandes familles romaines, et ce dès la période républicaine. Pour un noble romain, il n'y a rien de mieux que d'en mettre plein la vue avec la réussite de sa famille et celle de ses ancêtres. Et c'était encore mieux si ceux-ci avaient été sénateurs, consuls ou s'ils avaient participé à un triomphe. Et pour montrer à tout le monde la réussite de sa famille, le noble romain avait tout prévu. Dans sa maison, il avait une armoire très particulière, remplie de masques funéraires en cire, les imagines maiorum. Mais quel est le rapport avec des masques en cire et l'art romain? Eh bien, on pense que c'est en grande partie les imagines maiorum qui vont influencer le goût des Romains pour le portrait en buste et non pas en pied, c'est-à-dire intégralement de la tête aux pieds, comme avaient l'habitude de le faire les Grecs. Dans cette évolution artistique, on va notamment voir apparaître des sculptures représentant des notables romains en compagnie des portraits de leurs ancêtres. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître un nouveau type de représentation à Rome et qui va nous intéresser tout particulièrement, le portrait vériste. La première différence avec les imagines maiorum, c'est que le portrait vériste est généralement produit du vivant du modèle. Ce type de portrait a la particularité de ne pas idéaliser son modèle, bien au contraire. Les défauts physiques sont conservés, voire même accentués. Ainsi, rides, calvitie et autres nez disgracieux deviennent monnaie courante. Du coup, on retrouve ces mêmes caractéristiques sur de nombreux portraits républicains. Ces portraits sont donc stéréotypés. Mais cette représentation des défauts n'est pas là uniquement pour tenter d'être plus réaliste, mais également pour coller aux vertus que prône la République romaine. Ces vertus sont le courage, la piété, la dignité, l'autorité ou encore l'honnêteté. La personne qui fait faire son portrait selon ces codes de représentation se détache alors du culte de la personne, notamment pour s'éloigner de l'époque où Rome était encore un royaume. En se faisant représenter sous les traits caractéristiques des valeurs de la République, cette personne se revendique comme faisant partie à part entière de cette même République. Ce type de portrait évolue une première fois avec l'arrivée au pouvoir de Sylla. En effet, celui qui se fait proclamer dictateur en 80 avant Jésus-Christ, après le bazar de la guerre civile de 83, bouscule un peu les codes de représentation et se fait représenter plus jeune que ce qu'on pouvait voir jusqu'au tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Bon, sachant tout ça, revenons sur notre César du Rhône. S'agit-il vraiment de César? Eh bien revenons rapidement sur les différents arguments. Pour la thèse c'est bien César, eh bien on peut dire que le portrait du Rhône présente effectivement des caractéristiques physiques que les auteurs antiques ainsi que les portraits avérés partagent concernant le dictateur. En effet, on remarque notamment sa célèbre calvitie prononcée. D'ailleurs, dans La vie des 12 Césars, Suétone nous apprend une petite anecdote sur cette fameuse calvitie. La voici. Il supportait très péniblement le désagrément d'être chauve, qu'il exposa maintes fois aux railleries de ses ennemis. Aussi ramenait-il habituellement sur son front ses rares cheveux de derrière, et de tous les honneurs que lui décernèrent le peuple et le Sénat, aucun ne lui fut plus agréable que le droit de porter toujours une couronne de laurier. La réalisation du portrait pourrait aussi nous laisser penser qu'il s'agit là du buste de quelqu'un de très important. En effet, il est réalisé dans un marbre de grande qualité provenant de Phrygie, c'est-à-dire en Turquie actuelle, donc pas du tout la porte à côté en plus de ça. Et puis étant donné la qualité du travail, le sculpteur ne devait pas être mauvais, pas du tout. Tout ça pour dire que la réalisation de ce magnifique portrait a dû coûter très cher et doit donc représenter quelqu'un de très important. Pour l'archéologue Luc Long, le découvreur, ce buste est à rapprocher du buste de Touscouloub, qui avait quant à lui été identifié comme étant bel et bien un buste de César par analogie avec les représentations monétaires. De la même manière, Luc Long évoque alors les importantes rides communes entre les deux portraits. Enfin, le dernier argument important apporté par Luc Long est le crâne aplati de l'homme représenté, et qui selon certains correspondrait à des conséquences de plagiocéphalie, une sorte d'aplatissement du crâne dont aurait peut-être souffert César. Autre élément encourageant pour cette hypothèse, c'est le lieu même où cette statue a été découverte. Et oui, il ne faut pas oublier que la ville d'Arles, ou Arelate durant l'Antiquité, est une ville de Gaule narbonnaise fondée par César vers 46 avant Jésus-Christ. Pour la petite histoire, César, en 49 avant Jésus-Christ, voulait prendre la ville de Marseille, alors ralliée à Pompée. Il fait alors construire une flotte de guerre dans la région d'Arles. Après la guerre civile, il installe des vétérans de la 6e Légion pour les remercier de leur aide durant la guerre civile. L'histoire de la ville d'Arles est donc intimement liée à celle de César. Il ne serait alors peut-être pas si exceptionnel de trouver un portrait de lui dans cette ville.
Cette histoire est notamment confirmée par la volonté d'Auguste, puisqu'après la mort de son père adoptif, le futur premier empereur donne à la ville d'Arles le statut de colonie romaine, un privilège relativement important. Cet événement est d'ailleurs retranscrit sur une épitaphe découverte aux Aliscamps. Sur cette inscription, on peut lire Colonia paterna Julia Arelate, c'est-à-dire quelque chose du genre la colonie de mon père Jules, Arles. Maintenant, passons à l'hypothèse ce n'est pas César. Première difficulté et non des moindres, c'est que des gens qui se font représenter de cette façon, avec autant de rides et une grande expressivité du visage, il y en a beaucoup à la toute fin de la République, et même plus tard avec les débuts de l'Empire. Et puis, comme on l'a vu plus tôt, il est très courant pour les hommes importants de se faire représenter avec des rides et une expression grave, puisqu'il s'agit d'une méthode de représentation stéréotypée à cette époque. Nous avons également vu qu'il n'est pas rare de voir une personnalité politique se faire représenter à la façon de quelqu'un de très célèbre comme Alexandre par exemple. Un magistrat ou bien un homme politique de Narbonnaise aurait bien pu se faire représenter sous les traits de César, pour accentuer son accord avec ce dernier sur le plan politique, ou bien montrer son attachement particulier à la ville d'Arles en prenant les traits de son fondateur. Beaucoup de choses sont possibles. Avec les différents éléments en notre possession, que pouvons-nous conclure? César ou pas César? Mais honnêtement, on ne peut pas vraiment trancher. Oui, car même si plusieurs éléments sont encourageants, ils ne peuvent pas servir de preuves concrètes et irréfutables. Pour en être certain, il aurait fallu une dédicace. Malheureusement, on n'en a pas. Du coup, ça peut être aussi bien César qu'un puissant magistrat de campagne, ou encore un riche homme politique désireux de reconnaissance, et aujourd'hui totalement inconnu. Mais alors pourquoi est-ce qu'on peut lire partout qu'il s'agit de César? Eh bien sûrement à cause d'un grand emballement médiatique autour de ce portrait. Dès l'annonce de la découverte, les articles annonçant la découverte d'un buste de César se sont comptés par dizaines. Et entre vous et moi, la plupart de ce genre d'articles ont tendance à capter l'élément le plus intéressant et le développer le plus possible, quitte à extrapoler. On peut affirmer qu'il s'agit du buste de quelqu'un d'important, mais de là à affirmer de sources sûres qu'il s'agit de César, il y a un grand pas. D'ailleurs, on notera que le musée d'Arles, qui conserve ce portrait, prend des pincettes sur la question, puisque sur le cartel, on peut lire buste présumé de César, ce qui confirme qu'il faut faire preuve d'une grande prudence. Mais à côté de ça, il suffit de taper Jules César sur un moteur de recherche pour tomber sur ce buste-là, comme quoi c'est déjà considéré comme acquis par certains. Bon, après la découverte date de 13 ans, donc les idées reçues véhiculées par la presse ont largement eu le temps de se diffuser. Quoi qu'il en soit, ce buste risque d'être pour toujours au centre d'un mystère que les chercheurs ne pourront vraisemblablement jamais vraiment résoudre, et il est fort probable que l'identité de cet homme ne soit jamais réellement certaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai adoré travailler dessus. Même si je sors un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, je voulais vous partager ce sujet que j'avais trouvé passionnant lors de mes cours de licence. Et d'ailleurs, c'est un exemple parfait de sujet passerelle entre archéologie et histoire de l'art, et personnellement, j'adore ça. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ça fait toujours super plaisir et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle pièce de l'histoire humaine.